La dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo, j'étais en robe avec les épaules dénudées à la chaleur du Mexique. Et nous revoilà donc dans le froid de l'hiver de la France pour une deuxième vidéo FAQ. Je suis super heureuse puisque je fais cette vidéo en l'honneur des 2000 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne très régulièrement. Merci à ceux qui sont présents depuis le début, ça me touche profondément. Et donc je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions, que ce soit d'Ayurveda, d'émotionnel, sur ma vie perso, ma vie en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Donc je vais répondre à ces questions aujourd'hui. Je me trouve actuellement dans mon bureau, donc c'est là où je passe la plupart de mon temps, en tout cas pour mon travail. Donc si tu as l'habitude de venir en consultation avec moi, de prendre des programmes, des cours, etc., tu connais ce fond déjà. Mais c'est la première fois que je l'utilise, je crois, pour YouTube. Donc voilà, bienvenue dans mon bureau. Pour commencer, j'ai eu plusieurs questions sur le sujet des livres et des formations en Ayurveda. Et pour ça, je te renvoie vers cette vidéo que j'ai faite qui est beaucoup plus exhaustive que tout ce que je pourrais faire dans cette vidéo-là. Donc au sujet des formations, des livres, par où commencer, quelle formation choisir en fonction de tes besoins, si tu veux aller en Inde, en France, à l'étranger, etc. Donc je te conseille, si tu m'as posé cette question par rapport au livre, par où commencer pour étudier l'Ayurveda, à consulter vraiment cette vidéo. Elle est la plus complète que je puisse avoir sur le sujet sur ma chaîne. Donc voilà, je te la mettrai aussi en barre de description. J'ai eu bien sûr plein de petits mots pour me dire je n'ai pas de questions mais je te remercie pour tous tes partages. Merci de nous éclairer sur l'Ayurveda, etc. Ça me touche profondément, merci beaucoup à tous. Ensuite, je vais essayer de rester dans l'ordre pour ne pas oublier de questions. As-tu déjà visité l'Inde? Malheureusement non. C'était prévu pour 2020, puisqu'il faut savoir que j'en parlais dans ma vidéo sur l'argent, je te la remettrai quelque part sur l'écran, que quand j'ai commencé l'Ayurveda, j'avais presque pas de revenus, j'avais tout juste ce qu'il me fallait pour payer mon école et j'étais encore soutenue par ma famille pour tout ce qui était survie, donc alimentation, logement. Mais tout le reste, je le payais grâce à des petits boulots que je faisais à côté. Donc autant te dire qu'un voyage en Inde n'était pas trop possible pour moi à l'époque, malgré le fait que j'aurais beaucoup aimé. Et en fait, cette possibilité a vu le jour en 2020. J'ai acheté mes billets, j'avais prévu de partir faire un panchakarma pendant 3 semaines à Coimbatore dans une clinique accompagnée par un praticien français et potentiellement rencontrer des médecins qui voudraient éventuellement m'enseigner plus tard. Autant te dire que cette aventure s'est vite terminée puisque je n'ai même pas eu l'occasion d'arriver en Inde. J'avais prévu d'y aller au mois d'avril, oui c'est ça, avril 2020 et donc j'ai reçu un petit mail de l'ambassade ou en tout cas de l'immigration, je ne sais plus, de l'Inde quoi, qui me disait que mon visa avait été annulé et que c'était plus la peine de venir puisqu'ils fermaient leurs frontières. Donc je n'ai pas pu y aller. Et je devais y retourner cette année, mais j'ai encore d'autres projets qui viennent à l'encontre de celui-ci. Donc malheureusement l'Inde ce sera pas non plus pour cette année, sauf miracle. Mais bon, pour l'instant ce n'est pas prévu. Donc voilà, c'était un voyage que j'ai très envie de faire. Ça fait très longtemps que je veux le faire, surtout que plus j'en entends parler, plus je me renseigne, etc., plus j'ai envie de découvrir cette culture. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas vu le jour, parce que les événements de la vie, tout simplement. Ah oui, et aussi parce que j'avais d'autres voyages de prévus pour d'autres raisons, donc comme tu sais le Mexique, les États-Unis où je suis allée, etc. Donc bref, ça a fait que l'Inde n'est pas venue en premier plan dans mes projets. Comment as-tu introduit l'Ayurveda dans ton quotidien? Petit à petit, je pense que c'était déjà avant même de commencer à l'étudier, j'avais lu quelques livres donc j'avais intégré des petites choses. Je m'intéressais déjà énormément au bien-être, à la santé naturelle, donc il y a beaucoup de choses que je faisais déjà comme l'utilisation d'huile le matin pour me nettoyer la bouche. Le gratte-langue, je ne sais plus si je le faisais déjà. Mais en tout cas, j'ai fait en fait au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui m'ont pris plus de temps que d'autres à mettre en place. Mais bon, c'est chacun son rythme, chacun ses priorités. Pour moi, les priorités, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai une peau sèche naturellement, des cheveux secs. Donc pour moi, l'huile, ça a été une des premières choses que j'ai mises en place puisque c'est vraiment essentiel. L'alimentation, ça a mis plus de temps, tout simplement parce que j'ai expérimenté d'autres choses à cette époque-là, notamment plus de cru, beaucoup de jus, etc. Très végétal. J'en parlais dans 2 autres vidéos que je te remettrai quelque part.
Mais quoi qu'il en soit, au fur et à mesure du temps, je rajoutais de plus en plus de notions. Et puis il y a toujours des choses que je ne pratique pas au quotidien, puisque si on suit tous les textes classiques, eh bien on ne fait que ça finalement. Donc c'est ok de choisir, de sélectionner ce qu'on veut intégrer dans sa vie ou non. Et j'ai une question par rapport à ça qui était comment intégrer une routine quotidienne de la pratique du yoga et quoi faire, toujours les mêmes ou non. Alors, ça dépend ce que tu recherches à travers le yoga. Je dirais, voilà, quel est ton objectif? Est-ce que c'est un objectif plus uniquement physique? Est-ce que c'est un objectif d'apaiser ton esprit? Est-ce que tu as juste envie d'avoir une pratique, une sadhana au quotidien et que le yoga te parle beaucoup, donc c'est ça que tu veux intégrer? Dans ce cas, c'est très bien. Ce que je te recommande, c'est voir en fonction des différentes formes de yoga laquelle te convient le plus et celle qui te plaît le plus. Ça, tu peux voir en fonction de ta constitution notamment. Il y a toute une branche du yoga qui est le yoga ayurvédique qui va définir si certains types de yoga sont meilleurs pour toi, à quel moment de la journée, à quelle intensité, etc. Par exemple, on ne va pas conseiller du hot yoga à des personnes qui sont pitta dominantes. Ça paraît logique, puisque pitta est naturellement chaud, donc on ne va pas leur conseiller de faire du yoga dans une salle chauffée à 40 degrés. Donc voilà, c'est juste un exemple. Mais en fonction de tes besoins, en fonction de ce que tu recherches dans le yoga, tu vas pouvoir déjà définir quel type de yoga tu veux faire. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est de commencer par des cours avec un professeur, pas commencer tout seul, parce qu'au moins tu pourras être corrigé au début pour les placements, pour la respiration, etc. Et je trouve ça génial. Personnellement, j'aime beaucoup quand les professeurs de yoga me corrigent. Parce que ça apporte un petit plus, je trouve, par rapport aux cours en ligne ou sur YouTube que tu peux trouver gratuitement. Ensuite, selon l'Ayurveda, l'idéal pour faire ce genre de sadhana, c'est le matin parce que c'est le moment où ton esprit sera plus posé, tu as plus de kapha, donc c'est bien de mettre du mouvement dans cette partie-là de la journée. Mais encore une fois, c'est quand tu peux. C'est-à-dire que si ton emploi du temps ne te permet pas de le faire le matin, eh bien tu le fais à un autre moment de la journée, tout simplement. Et faire toujours la même chose ou non, ça dépend vraiment de ton tempérament. Personnellement, je ne peux pas faire tout le temps la même chose, ça m'ennuie. Mais ça a un intérêt, c'est-à-dire que c'est différent. Si tu veux faire toujours la même séquence, par exemple le Ashtanga Yoga, il est assez strict là-dessus, c'est des séquences très particulières, etc. Ça peut très bien convenir à certains profils et être très bénéfique, notamment à des personnes kapha, des personnes qui ont besoin d'une structure très rigide, entre guillemets. C'est pas mon cas, j'ai pas besoin de ça, donc je ne le fais pas, mais si c'est ce que tu recherches toi, ça peut être une très bonne pratique. Maintenant, si tu veux tester une séance de yoga plusieurs fois, par exemple pendant plusieurs mois, c'est ok. Tu peux très bien aller à des cours une fois par semaine et répéter plus ou moins ce que tu as fait pendant ce cours-là le reste du temps seul. Donc je dirais, depuis ma place qui n'est pas celle d'une professeure de yoga, je te dirais, va te renseigner pour savoir quel est le type de yoga qui te conviendrait, quitte à en essayer plusieurs tout simplement. Je te conseille de prendre des cours en présentiel pour éventuellement avoir des corrections, avoir un échange, etc. avec le professeur, ce qui est très intéressant au début. De définir ce que tu veux à travers le yoga, combien de temps tu veux lui dédier aussi, puisque c'est différent si tu veux dédier 20 minutes ou si tu veux dédier 1h30 par jour. Et ensuite, tout simplement, tester des choses, tester une pratique courte, une pratique longue, voir ce qui te convient sur le long terme et ajuster à partir de là, sachant qu'il faudra aussi ajuster en fonction des saisons et en fonction de tes besoins. Donc, il me semble que c'est un homme qui m'a posé cette question, mais par exemple, une femme ne pourra pas faire toujours les mêmes pratiques si elle a ses règles ou si elle est en période d'ovulation. Donc voilà, juste pour répondre de manière assez globale. Quel serait le conseil pour retrouver son poids de forme dû à l'hypothyroïdie d'Hashimoto? Alors, c'est le genre de question qui est un peu délicate puisque en Ayurveda, on ne répond pas à un problème par une solution, on répond à un terrain, à une personne par une réforme de vie. Donc, c'est pas le conseil pour retrouver le poids de forme, c'est quel est le mode de vie qui va ensuite me convenir et les traitements annexes, comme par exemple les panchakarma, les plantes, etc., qui vont me convenir à moi à ce moment-là, dans mon cas, etc. Puisque c'est pas, tout le monde n'a pas la même manière de vivre certaines maladies, notamment la thyroïdite d'Hashimoto. Tout le monde n'a pas les mêmes exactement besoins. Donc c'est important que ce soit hyper personnalisé et global.
Donc ce qui est important par rapport à ce que tu me dis, c'est retrouver son poids de forme. Ça va être bien sûr le mouvement. Tout ce qui va diminuer kappa en fait va être intéressant quand on a de l'hypothyroïdie. Donc retrouver du mouvement, manger des choses qui sont faciles à digérer, faire en sorte de se lever avant le lever du soleil pour stimuler kappa. Mais ça, c'est des conseils très généraux qui peuvent fonctionner, hein, mais si tu es en arrivé là, c'est qu'a priori, ça ne suffit pas. Donc il y a d'autres choses ensuite, il y a des plantes que je ne vais pas recommander ici parce que ça va au-delà de ce que devrait proposer une vidéo sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, tu vas faire en sorte de diminuer kappa de manière générale en faisant attention parce que si tu n'as pas beaucoup de ce dosha dans ta constitution, il ne faut pas que tu aggraves d'autres doshas. Il faut prendre en compte surtout évidemment l'aspect émotionnel et mental de la maladie. Donc c'est très important puisque si je te conseille un mode de vie particulier, des plantes, même un panchakarma, mais qu'à côté de ça tu ne changes rien dans ta manière de voir les choses, dans ton comportement au quotidien, ça va soit revenir, soit se manifester d'une autre manière. Donc c'est pour ça que c'est délicat de répondre à ce genre de questions et j'aime pas trop le faire sur YouTube parce que c'est pas précis, c'est pas défini et il n'y a pas un conseil en fait. Pour revenir à son point de forme, il y en a plein. La première chose, ce serait faire attention à tes sensations de faim, manger ce qu'il faut pour que tu le digères bien, que ce soit pas en excès mais pas non plus en insuffisance, que tu dormes bien mais pas trop et que tu bouges bien mais pas trop. En fait, c'est toujours pareil, c'est hyper personnalisable. Bonjour, as-tu prévu de faire un focus sur Durga dans Mala et Mantra? Oui, 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 je m'apprête à tourner les vidéos. Là, on est en février à l'heure où je tourne celle-ci. Quand je sortirai la vidéo, celle que tu es en train de regarder, je ne pense pas qu'ils seront déjà disponibles puisque je publie de nouveaux mantras à chaque fin de mois. Donc normalement c'est le jeudi que ça sort, le dernier jeudi du mois en général. Donc la fin du mois de février, tu auras des mantras à Durga avec les légendes, etc. C'est une déité qu'on va explorer ensemble dans le programme. Donc si tu ne connais pas le programme Mala et Mantra, c'est un programme d'initiation au mantra, qui est une pratique yogique, on va dire, qui est aussi très conseillée dans la psychologie ayurvédique, puisque c'est un outil qui permet d'équilibrer et de renforcer le mental. Et donc dans ce programme, j'ai fait un programme de base que j'ai proposé au tout début, et tous les mois, je rajoute donc du contenu. Je rajoute des mantras, je rajoute des légendes, des déités, puisqu'on va explorer plusieurs archétypes. On a déjà vu Ganesh, on a vu Dhanvantari, le dieu de l'Ayurveda. On a vu Saraswati le mois dernier, on a vu Hanuman, le dieu singe. Donc il y a plein d'archétypes comme ça que tu peux découvrir dans le programme déjà. Et quand tu t'inscris, tu as accès à tout ce qui est déjà présent sur le programme et tout ce qui arrive. Donc tous les mois, tu auras de nouveaux mantras comme ça en plus. C'est inclus dans le programme. Donc c'est un programme que j'aime profondément. Et donc oui, les mantras à Durga arrivent ce mois-ci. Donc tu vas les voir passer. Et de toute façon, tu le verras dans ton programme, ça arrivera très très vite. Combien de temps consacres-tu par semaine à ton hygiène émotionnelle? Alors c'est une question qui est difficile à répondre, à laquelle il est difficile de répondre, puisque je travaille sur mon hygiène émotionnelle tout le temps, plus ou moins. Mais on va dire que je dédie du temps à ça, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où j'en ai besoin énormément, et il y a des périodes où je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de plus que normalement, on va dire. Donc pour faire simple, mon hygiène émotionnelle, elle se mixe dans un petit peu toutes mes pratiques. Donc je fais des chants de mantra le matin, je fais du yoga ou du sport tous les matins, je fais en sorte d'aller marcher un petit peu tous les jours. Donc mon hygiène émotionnelle, en fait, comme son nom l'indique, c'est une hygiène de vie. Donc je me brosse les dents tous les jours et je fais des choses qui me font du bien à l'esprit tous les jours. Je choisis des couleurs qui me font du bien, je décore mon espace comme ça me fait du bien. Donc c'est un petit peu tout le temps, c'est infusé dans ma vie, on va dire. Mais ensuite, si tu veux dire des pratiques un peu plus poussées, comme alors le journaling, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des moments, c'est tous les jours, tout simplement parce que j'en ai l'élan, le besoin. Il y a des moments, c'est peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine parce que j'ai pas pris le temps, pas eu le besoin d'exprimer plus que ça. Après, ponctuellement, quand j'ai des moments où ça devient trop plein, j'ai des moments d'évacuation, des moments de transformation de l'émotion qui sont un peu plus intenses. Donc là, pour tout te dire, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était la semaine dernière.
Et ça m'a pris, l'acte en lui-même, ça devait être 1 heure, quelque chose comme ça, le fait de tout évacuer par des larmes, par des cris, les cris, le fait d'écrire et des cris. Donc ça dépend vraiment des périodes. Il y a des moments où je vais vivre ce genre de choses plusieurs fois par semaine, c'est épuisant, mais c'est nécessaire. Il y a des moments où pendant des semaines je n'ai absolument rien et tout va bien, etc. Donc c'est très très variable, mais je reste très à l'écoute puisque je n'ai plus envie de laisser les choses s'installer pendant très longtemps et c'est ce que je recommande aux personnes que j'accompagne. Donc disons que ma pratique au quotidien, que ce soit ma routine matinale, le journaling, mon travail, puisque c'est un peu mon métier d'accompagner les personnes avec ça, fait que je suis très attentive. Donc si j'ai des besoins particuliers, je vais les adresser assez rapidement. Et bien parfois, je ne les adresse pas tout de suite, je prends le temps, je procrastine comme tout le monde et ça finit par être encore plus gros. Donc c'est fatigant parce que ça prend plus de temps et d'énergie à évacuer, mais il faut le faire de toute manière. Donc je dirais, c'est impossible de te dire combien de temps je dédie à ça par semaine, c'est vraiment en fonction de mes besoins. Et j'ai plein d'outils différents, donc forcément ça va être très variable. En ce moment je prie beaucoup. Je prends des moments en dehors de ma vie de tous les jours pour me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi. Mais c'est très variable, donc ça dépend. Parfois mon hygiène émotionnelle, c'est quand je suis à la montagne, aller marcher à la montagne, ça me fait énormément de bien. Je considère que passer du temps avec des gens que j'aime, ça me fait énormément de bien, donc ça fait aussi partie finalement de l'hygiène émotionnelle. Mais tout ce qui va être vraiment dédié à ça, je dirais que c'est voilà, 1 heure ou 2 par semaine peut-être, quelque chose comme ça, dans des pratiques vraiment centrées là-dessus. Sachant que j'ai aussi le cacao que je fais 1 fois par semaine à peu près, ou 2, ça dépend. Où c'est un moment vraiment de connexion, où je suis vraiment centrée là-dessus. Donc on pourrait aussi l'inclure dedans, si on veut. Comme tu le vois, c'est très compliqué puisque tout fait partie plus ou moins de mon hygiène émotionnelle et mentale. D'ailleurs, si ça t'intéresse, toi qui regardes cette vidéo, je pourrais te faire quelque chose en lien avec qu'est-ce que je fais au jour le jour pour rester équilibrée, sachant que je prévois d'en faire un accompagnement un peu plus poussé, mais je t'en parle pas encore parce qu'il n'est pas formé pleinement dans ma tête. Mais en tout cas, si une vidéo t'intéressera sur ma routine quotidienne, qui est comment je fais pour garder un équilibre, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ensuite, une question toujours sur ce thème. Comment te sens-tu aujourd'hui après tout ce travail sur les émotions? Un de mes professeurs, qui est le professeur Robert Svoboda, c'est une personne qui a étudié l'Ayurveda en Inde il y a très longtemps, quand personne de l'Occident encore n'allait étudier l'Ayurveda. Et il dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui est quand vous commencez à travailler avec la réalité va commencer à travailler avec vous. Et il parle de la réalité suprême pour parler de la divinité, de la vie, de l'univers, peu importe comment on l'appelle. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu commences à te dire, bon ok, à partir de maintenant, je vais vivre mes émotions vraiment, je vais soigner mes blessures et je vais les adresser, c'est pas comme si tu avais une durée limitée. Je vais faire ça pendant 1 mois ou 2. C'est un engagement à vie en fait. Moi c'est comme ça en tout cas que je l'ai pris. Je me suis engagée à ne pas revenir en arrière, à ne plus réprimer, à ne plus ignorer comment je me sens. Donc c'est un travail quotidien. Donc comment je me sens aujourd'hui après tout ce travail sur les émotions? Eh bien beaucoup mieux, dans le sens où je suis hyper à l'aise maintenant avec ces émotions, la plupart du temps. J'ai toujours des moments difficiles bien sûr. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec mes émotions, je suis beaucoup plus à l'aise avec les émotions des autres, ce qui est très utile dans mon travail. Je suis plus confiante dans le fait de faire des choses qui me font peur, puisque je me dis au pire ça me fera très peur, au pire je serai en colère et au pire je vais potentiellement beaucoup pleurer. Et c'est ok, puisque je t'en parlais dans une précédente vidéo, une des choses qui nous fait le plus peur, c'est de ressentir les choses très fortes. Donc ça, je suis plus à l'aise avec ça. Bien sûr, j'ai toujours peur de ressentir parce que c'est toujours un peu désagréable, surtout quand c'est devant d'autres personnes, dans un cadre où on ne se sent pas forcément en sécurité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, que je vis les moments de challenge avec beaucoup plus de détachement. Pas un détachement stérile, un détachement de « ok, c'est pas juste les choses qui m'arrivent, c'est la vie qui travaille avec moi, donc j'ai quelque chose à apprendre de ça ».
parce que justement je me force pas à être bien. C'est-à-dire que j'ai comme tout le monde vécu des moments compliqués, des moments où on se dit mais pourquoi, mais comment et comment je vais faire surtout. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, je suis encore en ce moment dans un cheminement où je dois beaucoup lâcher prise, où je dois beaucoup vivre des émotions. Et en fait, ça rend les choses plus faciles, puisque si là, par exemple, la situation que je vis en ce moment, je ne rentrerai pas dans les détails puisque ça concerne ma vie privée, mais ce que je vis en ce moment, je l'avais vécu il y a 5 ou 6 ans quand je n'avais pas tous ces outils, ça aurait été très challengeant. Très challengeant parce que j'aurais beaucoup réprimé. Je me serais sentie mal à l'idée de me sentir mal, puisque c'est un problème qui est très rencontré de nos jours, qui est qu'on croit qu'on ne devrait pas être malheureux, on ne devrait pas être en colère, on ne devrait pas être triste, alors qu'on vit des choses difficiles. Et il y a une forme de hiérarchie de ce qui est acceptable ou non, dans le sens où longtemps il m'est arrivé de dire oui mais moi j'ai pas vécu de choses affreuses, j'ai une famille aimante, j'ai une super enfance, j'ai de la chance, j'ai un toit, je ne vis pas dans la rue, etc. Donc il y a toujours une forme de hiérarchisation de qu'est-ce qui est vivre quelque chose de difficile. Et on peut utiliser ça de manière inconsciente pour justifier de ne pas vivre des émotions parce qu'on se dit non mais je n'ai pas le droit en fait de vivre ce genre d'émotions parce que moi j'ai la chance de. Parce que moi par exemple j'ai des cadeaux à Noël alors que les enfants en Afrique ils n'en ont pas, tu vois. Ce genre de réflexion-là qu'on a pu avoir dans notre enfance et qu'on répète en fait tout simplement. Donc tout le travail que j'ai pu faire sur mes émotions m'aide à ça et ça m'aide à accepter les nouveaux challenges que je rencontre aujourd'hui. Ça m'aide à mieux comprendre les challenges que j'ai vécus avant pour ne pas refaire de mêmes erreurs, pour ne pas répéter les mêmes choses. Je me sens plus en paix de manière générale et plus confiante comme je le disais parce que je sais que la prochaine vague va venir et que je saurai la gérer en fait. C'est même pas une histoire de savoir la gérer, c'est que j'irai dans l'eau puisque j'ai plus aussi peur d'aller dans l'eau. Donc c'est très rassurant en fait au quotidien de se dire qu'on est capable de vivre des vagues émotionnelles sans être submergé complètement et d'avoir cette peur d'en mourir un peu. Et je choisis mes mots, c'est-à-dire qu'il y a une peur très fréquente dans les personnes que j'accompagne et de manière générale, que j'ai vécue plusieurs fois. Une peur que ça va jamais s'arrêter, une peur qu'on va finir par être complètement... on va finir en dépression parce qu'on ne pourra pas en sortir. Et en réalité non, c'est la lutter contre des émotions qui nous font tomber en dépression, en burn-out, etc. Donc savoir que je peux vivre la vague, ça m'apporte une confiance qui est très apaisante et très stabilisante dans ma vie au jour le jour. Ce qui m'empêche pas de temps en temps d'avoir mon mental qui me fait croire que je suis un peu folle, que peut-être qu'il faudrait que je revienne à comme avant, etc. Mais on se rend vite compte tous les deux que ça ne marchait pas en fait comme avant. Donc il faut continuer sur ce chemin, s'entourer des bonnes personnes et oser. Oser la vulnérabilité, puisque c'est quelque chose que j'accompagne des personnes avec ça, notamment sur l'aspect... C'est difficile d'être le premier de son groupe, de sa famille, de ses amis, de son couple par exemple. Être le premier ou la première à vivre tout ça et à oser exprimer tout ça, puisqu'on ne va pas recevoir forcément un miroir très positif en face de nous. Si nous on n'est pas très au clair avec ce qu'on vit et qu'on se dit c'est un peu n'importe quoi, on va nous le renvoyer. Donc au début, ce que je conseille souvent, c'est de se faire accompagner pour cette raison, parce que ça peut avoir un bénéfice de se dire que quelqu'un sait qu'on n'est pas fou en fait à vivre tout ça. Un jour on m'a demandé ça t'apporte quoi de te faire accompagner, parce que je suis accompagnée très régulièrement par quelqu'un. Et j'ai dit mais une perspective en fait, une perspective autre sur ma vie qui est neutre. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est proche de moi, c'est pas de la famille, c'est pas des amis. Donc je peux dire absolument ce que je veux, je peux vivre toutes les émotions que je veux. Il a un regard neutre en fait sur ça. Et rien que discuter avec lui, de le parler, etc. des choses, ça va me rappeler, non en fait t'es pas folle, tu vis juste une autre réalité que la personne ou les personnes avec qui tu es. Ce qui est ok en fait, elles ont le droit d'avoir leur réalité et toi la tienne. Mais ce qui compte c'est que toi tu ne sois pas mise ou mis dans une boîte de je suis pas normale parce que je ne vis pas la même réalité. Voilà, c'était un long discours pour dire que parfois je me sens encore un petit peu bizarre dans ce que je vis. Mais ça devient de plus en plus normal et de plus en plus ok en fait pour moi de vivre tout ça, puisque je vois les effets en fait, tout simplement. Je vois les bénéfices à ne pas retenir toutes ces émotions, les bénéfices à les vivre et comparer à des personnes qui retiennent tout.
Donc c'est très encourageant. Mais au début, ça demande d'être accompagné, je trouve, que ce soit par des amis, par des groupes en ligne, etc. ou par un professionnel, pour en tout cas être assuré sur le fait que le chemin qu'on est en train d'explorer est un chemin qui vaut le coup, qui va nous amener là où on veut, etc. Et enfin, dernière question. Quels sont tes prochains projets et rêves? Il y en a beaucoup. Aller en Inde, c'en était un, mais comme je l'ai dit, ça va pas être possible cette année. Cette année, un de mes projets, c'est de continuer à proposer beaucoup de contenu et de proposer plus d'accompagnement, d'aide, tout en travaillant moins, être plus efficace en fait dans mon travail, puisque j'ai un besoin profond de me recentrer sur mes loisirs, de me recentrer sur le plaisir de la vie, qui c'était pas une priorité, hein. Depuis la fac de médecine, ou peut-être même avant, probablement depuis le lycée déjà, ça n'a jamais vraiment été une priorité. C'était d'abord on fait les choses qu'il y a à faire et ensuite s'il reste du temps, on fait le reste. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. C'est plus tenable pour mon équilibre émotionnel, pour mon équilibre spirituel, donc j'essaye de trouver un meilleur équilibre justement entre les efforts que je peux mettre dans mon travail, qui viennent vraiment d'un élan du cœur, et les moments de loisirs qui n'ont rien à voir ou qui sont purement non productifs. Purement du j'ai envie de faire ça maintenant, là, tout de suite. D'ailleurs, tu ne le vois pas, mais la caméra est posée sur un puzzle que j'ai sorti de sa commode parce que je compte bien le faire un jour. C'est un gros puzzle de 1000 pièces, magnifique, je te montrerai peut-être une photo, que je me suis offerte il n'y a pas longtemps. Et c'est une chose que j'ai très envie de faire depuis longtemps. J'adore les puzzles, mais je n'en fais quasiment jamais parce que c'était pas le plus important à ce moment-là. Et c'est en train de le devenir. Donc là, mes rêves et mes projets, ça va être de ramener le futile dans ma vie. Le futile indispensable en fait, l'énergie de Vénus. Et j'aimerais beaucoup voyager quand même si je peux pas aller en Inde cette année, j'aimerais partir dans d'autres pays, mais ça je vous en parlerai plus tard quand ça arrivera, parce que pour l'instant rien n'est fait. J'ai potentiellement comme projet de refaire une série d'ateliers, comme j'avais fait sur le fait de vivre ses émotions avec le cacao, mais sur un autre sujet qui concernerait notamment le chemin de vie, le dharma, toutes ces notions-là de quel est mon chemin de vie, ma mission de vie, etc. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais beaucoup réaliser, mais ça va dépendre de plusieurs choses. Pour l'instant, c'est pas encore fixé. Donc si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir parce que ça me motivera à les organiser, parce que c'est beaucoup de travail. Mais si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, ça me motivera à les faire. En autre projet, ensuite professionnel, j'ai un programme que j'aimerais créer très prochainement. Ça va me demander du temps, beaucoup de travail, mais j'aimerais beaucoup le faire, notamment sur tout ce que je partage au niveau émotionnel. Donc on va voir si ça voit le jour cette année ou l'année prochaine. Est-ce que j'ai d'autres projets et rêves? J'aimerais passer plus de temps en nature, notamment à la montagne, puisque c'est un environnement qui me plaît énormément, qui me fait beaucoup de bien et qui m'inspire beaucoup. On va voir aussi si ça se réalise ou non. Après, j'ai plein de projets professionnels, etc. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail là-dessus. Être meilleure dans mes partages sur comment je communique, comprendre un peu mieux le langage des réseaux, le langage de YouTube, etc. Puisque c'est un domaine où j'apprends un petit peu sur le tas sans vraiment plonger dans ce que c'est, tout cet univers-là de la communication. Et vu que je n'ai jamais été formée à ça, c'est de l'apprentissage au jour le jour. Donc ça fait aussi partie de mes objectifs, mais bon, bref. Il y a plein de choses que j'ai pour projet, mais à l'heure actuelle, j'ai une vision sur l'avenir qui est assez réduite, puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans ma vie sur le plan personnel et sur le plan professionnel aussi, qui font que je ne peux pas forcément voir à très long terme. J'ai des projets sur des années, par exemple, de maison en nature, avec un jardin, un potager, qui puisse accueillir des personnes, ce genre de projet-là, mais pour l'instant c'est tellement loin que c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour l'instant je vis un petit peu mois par mois, ou 6 mois par 6 mois éventuellement, et ça me plaît bien. Je suis obligée de vivre au présent, ce qui est pas plus mal. Donc voilà pour mes projets et mes rêves. N'hésite pas à me partager les tiens en commentaire parce que je suis très curieuse et que ça m'inspirerait peut-être.
J'en ai fini pour cette vidéo, je voulais la garder plutôt courte. Je m'améliore dans la durée de mes vidéos, je sais pas si tu as remarqué, j'arrive à faire des vidéos de moins de 30 minutes presque toutes les semaines en ce moment. On va voir combien de temps ça va durer. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu, peut-être que tu en as appris un peu plus sur moi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et soit je les garderai pour une prochaine FAQ, soit j'y répondrai directement. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram où je suis un petit peu plus présente en général. Souvent en story, en post, etc. Je suis très accessible, donc n'hésite pas à m'envoyer des messages si jamais tu veux interagir avec moi directement. Et merci encore pour ta présence ici. N'hésite pas à me laisser un petit pouce pour me montrer que tu as apprécié cette vidéo et un petit commentaire pour me parler de tes projets et de tes rêves parce que ça m'intéresse. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire puisqu'on va encore plus parler de tous ces sujets que j'ai abordés ici. Donc que ce soit l'Ayurveda, les émotions, le cacao, etc., etc., etc. Plein de sujets. Je t'invite aussi à rejoindre la newsletter que je laisserai un petit lien en dessous dans la description. Je commence à te partager beaucoup plus via ce média-là, on va dire, puisque ça me permet d'aller plus dans des sujets un peu plus intimes, des sujets plus profonds, puisque je vais les aborder un peu plus profondément dans la newsletter. Et puis pour être tenu au courant des prochains ateliers surtout. Voilà, je vais m'arrêter là, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.